Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Guillaume Bercier. J'ai la lourde tâche d'ouvrir la réunion avec un sujet ô combien passionnant à 9h30 du matin. En tout cas, moi, ça me passionne. C'est la cybersécurité et l'assurance. On va traiter dans cette présentation des logiques de cyber-résilience, attaque, des sujets juridiques, ou du moins j'essaierai de répondre à certaines de vos questions sur le sujet. Pour faire cette présentation, on va dire, bon, j'ai utilisé le matériel AXA classique, je me suis documenté notamment auprès de la CNIL sur quelles étaient vos obligations, vous, praticiens de santé et collecteurs de données. Donc voilà, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Je vais passer... Bon, je vous présente la société. Donc, c'est une société qui a été fondée par mon père il y a quelques années, qui est avec nous. Donc aujourd'hui, on est une agence d'assurance assez atypique d'une quinzaine de personnes. On a 2 sites, Choisy-le-Roi et Paris 7e, à côté de la Tour Eiffel. Et nous avons 9 collaborateurs. Pourquoi la cybersécurité, c'est important pour moi? C'est qu'en fait, moi, je suis ingénieur en IT à la base. Et puis, j'ai dirigé une société d'IT il y a quelques années. Donc, aujourd'hui, ça me permet un peu de faire la jointure entre ma première passion et mon métier d'aujourd'hui. On accompagne à peu près 600 entreprises de toute taille sur l'ensemble de leurs risques d'entreprise. Ça va de leur responsabilité civile, choses qui sont assez simples, les dommages classiques, social du salarié et des dirigeants et la gestion de patrimoine. Je commence sur la cybersécurité. Depuis 2018, je tiens ce type de conférence dans différents endroits avec nos clients, à la chambre de commerce. C'est la première fois que je fais ça devant des praticiens de santé. Mais depuis 2018, quelques mois après la sortie du règlement qui s'appelle la RGPD, j'organise ce type de réunion et je dois dire que ça a mis beaucoup de temps à prendre. En 2018, on a réussi à réunir dans notre portefeuille client une dizaine de personnes, pour vous dire un peu l'intérêt que les gens portaient à ça. Ce qui nous arrive aujourd'hui à être la première agence en Ile-de-France productrice de contrats de cybersécurité. Ça veut dire qu'on en parle avec passion et on essaye de vous exposer les risques. Et ce que je dois dire aussi, c'est que je suis malgré tout content qu'aucun de mes contrats n'ait été déclenché, ou du moins aucun de mes clients n'ait eu besoin des services sinistres pour le moment. Je suis content pour eux, néanmoins, ils sont protégés. Donc, voilà un peu le plan de ma présentation. Je vais vous parler donc de l'assurance et de la cybersécurité, et notamment avec quelques... Excuse-moi. Non mais au-dessus, en fait je regarde au-dessus. C'est mieux? C'est bon pour le cadrage. Donc l'assurance et la cybersécurité avec notamment quelques éléments d'actualité. Je vais vous parler, excusez-moi, de l'offre. Ce que nous on vous propose, la souscription et des exemples de sinistres. Mon objectif ici est vraiment de démystifier le problème. Et voilà. Si tout le monde est prêt, on y va. Des questions pour commencer? Est-ce qu'il y a des attentes peut-être particulières? Assurance et cybersécurité. Je commence tout de suite par quelque chose qui est assez classique. Alors je vais essayer de ne pas jouer sur les peurs. Néanmoins, en 2020, 57% des entreprises ont constaté une cyberattaque. Ça, c'est ce qui sort d'un baromètre, le baromètre du Césine, c'est des chiffres de 2021, donc ils sont récents. Le rapport est disponible sur Internet. Il est assez intéressant à lire. Et 19% des entreprises ont constaté une attaque par ransomware. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Ce n'est pas le sujet de mon propos, c'est le sujet de mes confrères ici. Néanmoins, on voit bien qu'on a une multiplication des attaques,
on a une multiplication des attaques d'ordre médiatique. Vous avez vu comme moi la clinique de Bayonne cet été. Voilà, aujourd'hui, il y a quand même... enfin, si on en parle, c'est que le sujet existe réellement. Ce qui paraissait, à mon sens, une légende en 2018, vraiment, on arrive à quelque chose d'assez flagrant dans le domaine. Alors, c'est un domaine, malgré tout, qui est assez mal compris, parce que si ici, vous comprenez tous la nécessité d'assurer vos locaux pour l'incendie, vous connaissez ce risque depuis l'incendie de Londres, vous avez, vous ici, en tant que chef d'entreprise, des difficultés à vous projeter dans une attaque informatique. Et ça, c'est classique, tout le monde est comme ça. Ce qui nous amène à le résultat suivant. On a 26 pour 1000% des entreprises qui sont assurées. On a un ratio sinistre à prime. Donc nous, assureurs, on est toujours en train de regarder si nos comptes sont équilibrés. On dépense, donc on a dépensé 167% de l'argent qu'on a collecté en prime. Donc on est vraiment sur un domaine qui est mal équilibré. D'un côté parce que nous avons des sinistres qui nous coûtent de plus en plus cher. C'est-à-dire que les entreprises, si elles n'étaient pas assurées, ça leur aurait coûté de plus en plus d'argent. Et nous avons du mal à convaincre les chefs d'entreprise à s'assurer. Les cyberattaques ont augmenté de 255% sur la seule année 2020. Ce sont aussi des chiffres qui sortent du rapport du CESIM 2021. 55% des demandes d'assurance sont refusées par les assureurs pour manque de protection. Et encore une fois, mes confrères ici présents vous en parleront plus tard. Et on doit dire qu'il y a une volonté politique sur le domaine qui est en train de bouger. Donc je vous cite le nom de la députée LREM qui mène ce sujet à l'Assemblée, Valéria Faure-Mantian, pardon. Elle a d'une part proposé en juin une obligation d'assurance et une interdiction du paiement des rançons. Jusqu'à septembre 2021, chez AXA, nous proposions, dans certaines conditions, le paiement des rançons par ransomware en cas d'attaque. Je vais peut-être parler de la première... le ransomware, c'était peut-être une des attaques les plus classiques et les plus simples, et je suis sûr que vous nous avez entendu parler autour de vous. Vous ouvrez un fichier qui vient crypter vos données, vous êtes contacté par quelqu'un pour récupérer vos fichiers intacts. La rançon, qui s'exprimait en 1, 2 ou fraction de bitcoin, suivant les époques et la valeur du bitcoin, était organisée par des sociétés d'informatique en Inde, à Bangalore. C'était très bien fait, il y avait une hotline. Une fois que j'ai payé mes bitcoins par carte bleue, il y avait un mec qui vous expliquait comment décrypter le disque dur et tout. C'était un business hyper florissant. Si en plus les assureurs se mettaient à payer les rançons, ça devenait encore plus simple. Donc du coup, avant que l'État nous l'interdise, nous avons décidé d'enlever cette garantie de nos contrats. Aujourd'hui, sur la place, je n'ai pas connaissance d'assureurs français proposant cette garantie rançon. Maintenant, quoi qu'elle arrive, elle va certainement disparaître. Vous avez des points à éclaircir jusque-là, ou c'est bon? Vas-y. La députée, elle est assureur un peu, voir sur Wikipédia. On a obligation de s'assurer, mais par contre, il n'y aura pas de paiement de rançon. Non, elle propose. Excuse-moi. On va y venir. On ne paie pas pour le paiement de la rançon. Déjà, d'une part, en droit français, le paiement de toute rançon, vous voyez bien sur d'autres, pareil, des dossiers médiatiques type enlèvement d'otages et ainsi de suite, officiellement, l'État français ne paye pas de rançon. Officiellement, c'est interdit de payer des rançons. Je vous le dis. On n'a pas le droit. Pourquoi nous, assureurs, déjà, on faisait ça pour vous? Il fallait que dans nos contrats, nous vérifions auprès du ministère de l'Intérieur et des Affaires étrangères que nous ne financions pas le terrorisme. Comment vous voulez prouver qu'une adresse mail ne finance pas le terroriste? Franchement, c'était très compliqué. Parce que c'est ça le problème des rançons.
lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme. Voilà. Elle propose, c'est pas fait, une assurance pour vous couvrir des cyberattaques, et je vais déployer, je vous expliquerai derrière ce que ça comporte. Donc, pour résumer, vous avez un rapport qui a été fait par Price sur un certain nombre par un assureur et Price sur un certain nombre de chefs d'entreprise de toute taille. Je ne vous ai pas tout mis ici, mais bon, finalement, pour résumer, c'est quoi? C'est, je suis chef d'entreprise comme vous, on commence tous à comprendre qu'il y a un risque, aussi bien en termes de perte de données qu'en termes de perte d'activité autour de cette cybersécurité. Malheureusement, on a du mal aujourd'hui à quantifier. Qu'est-ce qui se passe si demain matin, j'ai plus accès à mes données? Est-ce que je peux appeler mes clients? Est-ce que je peux faire travailler mes salariés? On ne sait pas. En vrai, on ne sait pas. Pourquoi? Parce que... je suis parti du coup. Je disais, on ne sait pas parce que nous n'avons pas, alors peut-être certains dans la salle l'ont fait, nous n'avons pas créé un vrai plan de continuité de l'activité. Si demain matin, je n'ai pas mes ordinateurs, qu'est-ce qui se passe? Et combien de temps je vais mettre pour les récupérer? Alors, on peut tous être très confiants parce qu'on a un prestataire informatique qui nous a dit « pas de problème, je te les renvoie demain après-midi », donc tu auras au pire perdu une journée de travail. Malgré tout, les gens qui sont là-bas savent très bien que ça ne se passe pas comme ça. Il y a même des gens dans cette salle, certains de vos collègues, alors je leur laisserai prendre la parole s'ils ont envie d'en parler, à qui c'est arrivé, et ils vous diront, ça ne se passe pas comme ça. C'est pas parce que j'ai fait une sauvegarde il y a 2 jours, c'est pas parce que j'ai donné mes données à un service de cloud, que cet après-midi, je vais juste à la FNAC récupérer des PC, et je redémarre mon activité. Ça se passe comme ça, Guillaume? Ça se passe pas comme ça. Voilà. Donc ce qui a l'air d'être très simple, finalement, est assez compliqué. Voilà, je ne sais pas si des gens ici ont fait le plan de continuité de l'activité, je ne sais pas si des gens ont chiffré ce que ça représentait, cette perte d'activité ou du matériel. Moi, je serais super intéressé de savoir avec qui vous l'avez fait, parce que ça m'intéresse aussi à titre personnel. Moi, j'ai moins de difficultés parce que je suis agent général AXA. Donc, agent général AXA, j'utilise l'informatique d'AXA Assurance. Maintenant, la MAF, l'année dernière, n'a pas pu travailler pendant plus d'1 mois. Les assurés appelaient pour avoir leur carte verte, pour souscrire des risques, ils ne pouvaient pas souscrire, c'est un fait, un énorme assureur comme nous. Je ne sais pas ce qui est prévu moi-même dans mon mandat d'assurance, si AXA n'est pas capable de me donner, tu sais toi, si AXA n'est pas capable de me donner pendant 1 mois l'informatique, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux attaquer AXA pour maintenir la santé financière de mon entreprise? Ça va être compliqué. Ouais, moi, je peux vous dire, il y a 6 ans, 6-7 ans, il y avait eu quelques cabinets, on était une vingtaine de cabinets d'ODF à avoir été attaqués, il y avait 250 cabinets d'avocats. Moi, je n'ai pas eu d'accès à l'informatique pendant 15 jours à peu près. Et pour autant, pour ceux qui me connaissent un petit peu, je maîtrise un peu le sujet. J'avais bien mes données, mais mes données étaient elles-mêmes, enfin mes données sauvegardées, hein, étaient elles-mêmes infectées. Donc dès que c'était réinstallé, en fait, bim, ça recrachait. Voilà. Merci. Merci de partager avec nous. Au-delà de votre intérêt personnel de chef d'entreprise, au-delà de ce qui peut se passer dans vous empêcher à travailler, et ce rapidement, en 2017, un nouveau règlement européen avec les lettres RGPD est venu clarifier votre responsabilité en cas d'attaque informatique. Finalement, moi je pense que pour un pays comme la France, avec un organisme qui s'appelait la CNIL, qui était très fort, malgré tout, il n'y a pas d'énormes changements. Mais le rapport a permis de clarifier ce qu'on devait faire en cas d'attaque et quelles étaient les amendes. Donc du coup, dans l'absolu, vous avez une obligation de résultat pour la protection de vos données personnelles. Les données personnelles, chez vous, c'est quoi? C'est les données de vos clients, qu'elles soient biométriques ou pas, enfin, je ne sais pas le terme, excusez-moi, je ne l'ai pas, ou pas.
Et c'est aussi les données de vos salariés, les données de vos fournisseurs. Tous les RIB que vous pouvez avoir sur vos disques durs sont considérés comme des données personnelles. Si quelqu'un me posait la question, oui mais moi je sous-traite l'informatique avec un prestataire, un spécialiste, un logiciel qui est sur le cloud, il y a des logiciels professionnels comme ça. Je ne sais pas si vous avez des logiciels professionnels qui gèrent vos données? À ce propos, en fait, on a un confrère qui est maxillofacial, donc je serai le nom parce que je ne sais pas s'il souhaite qu'on en parle, mais lui, il y a 3 ans, il a été contrôlé par, alors je ne sais pas si c'est la CNIL ou je ne sais pas qui, mais en tout cas, en fait, on a tenté de rentrer dans ses données. Il avait un PAX avec Osirix, vous savez, pour gérer les fichiers, et en fait, il a dû payer une amende qui était relativement salée parce qu'on avait pu rentrer facilement chez lui. Moi, ça m'avait semblé totalement hors sol, cette histoire. Enfin, il a payé quand même, quoi. Mais c'était assez élevé. Hein. Donc ça, c'est un extrait du... Alors, est-ce que c'est celui pour les médecins disponible sur la CNIL? J'imagine que vous êtes soumis à celui-là, où le vôtre doit être extrêmement proche. Je lis. Vous utilisez dans votre exercice professionnel un logiciel fourni par un prestataire informatique pour tenir vos dossiers patients, où vous tenez vos dossiers patients sous format papier. Ces dossiers contiennent nécessairement des données personnelles sur vos patients et autres professionnels de santé intervenant dans leur suivi. Vous êtes considéré comme responsable du traitement au sens de la réglementation sur la protection des données personnelles. Vous devez vous assurer de la conformité des dossiers avec cette réglementation. Ça veut dire 2 choses. Celui qui collecte est responsable des données. La deuxième chose, c'est pas parce que j'envoie mes données sur un système cloud à quelqu'un que je ne suis pas responsable des conséquences de la RGPD en cas d'atteinte informatique. Voilà. Là, tu viens de tuer tout le monde. Hein. Pourquoi? En fait, quand on parle de ça, finalement, on a deux objections. La première, c'est je mets tout dans le cloud, il n'y a aucun risque. Je suis tout chez OVH. Rappelez-vous juste qu'OVH, il y a quelques mois, a eu un sinistre classique, un incendie, et que des milliers de sites se sont retrouvés sans activité, ce qui a créé des pertes assez importantes en termes d'exploitation pour des sites Internet. Nous-mêmes, chez AXA, on ne pouvait pas déclarer les bénéficiaires des contrats de prévoyance des salariés. Donc voilà, ça a imposé un certain nombre de problèmes. Et si je reviens rapidement sur notre députée, LREM, ce qu'elle craint le plus aussi dans ce terme de cybersécurité, c'est ce côté systémique. Parce que si demain, les plus gros hébergeurs de données que sont Amazon, OVH et ainsi de suite, venaient à s'effondrer pour un problème de cybersécurité, eh ben, je pense que ça serait compliqué d'avoir une activité professionnelle en France, qu'elle soit d'ordre assurantiel, médical, e-commerce, logistique. Parce qu'aujourd'hui, ces gens-là gèrent toutes nos données et tous nos systèmes. Voilà. Et la deuxième chose, c'est le deuxième argument, c'est j'ai un prestataire informatique, il est formidable, il m'a conseillé tous les antivirus, j'ai tous les firewalls possibles, je ne risque rien. Voilà, ce sont les deux arguments qu'on rencontre. Moi, je vais vous dire à titre personnel, j'ai une alarme avec une télésurveillance dans mon appartement et je me suis quand même assuré pour le vol. Comme quoi, l'un n'empêche pas l'autre. Après, chacun fait comme il veut, mais bon. Est-ce que vous voulez que je revienne sur la RGPD, sur la CNIL ? On vous demande de notifier dans les 72 heures à toutes les personnes dont vous possédiez des données, de les contacter pour leur dire, d'une part, qu'est-ce qui est parti, enfin voilà, quelles informations leur ont été volées. Mais on peut ne pas savoir qu'on a été piraté, ni même que ça a été volé. Hein. En fait, il y a un moment, tu vas le savoir, Nicolas. C'est à ce moment-là. Non, ok, oui, très bien.
Effectivement, c'est à partir de la constatation. Parce qu'en fait, une attaque bien faite, c'est une infection du domaine, à J0, une découverte, le mec a le temps, il a son accès, J+10, il regarde les sauvegardes, il contamine les sauvegardes, c'est exactement ce qui est arrivé. Et puis à J+30, on demande de l'argent. Une fois que la personne à distance a bien pris tout le domaine, bah vous en apercevez à J+30. Le jour où vous en apercevez, vous avez 72 heures pour prévenir la CNIL et vos patients. Qu'on ne peut pas prévenir parce qu'on est bloqué. Il faudra bien trouver une solution. On revient au papier. Si vous ne le faites pas, si vous ne le faites pas, il y a une amende. Pour toutes les remarques concernant la rédaction de la loi, c'est pas moi, hein, je suis désolé, mais il faut les prévenir. Eux, en fait, je vois, il y a pas mal de, je vois, il y a des flux dans les startups. Il y a un moment à Station F, c'était la mode de se faire pirater. Il me disait en rigolant, tous les jours on reçoit un mail comme quoi nos données elles ont été volées. Bon, en gros, demain, si mon RIB qui a été pris sur votre ordinateur est utilisé dans le dark web pour un truc, je serai moi en mesure de vous attaquer vous pour l'utilisation de mes données personnelles, et notamment de mon RIB. Ok ? S'il y a un certain nombre d'informations que je peux changer, je peux le changer. Mais en tout cas, moi qui vous ai confié mes données à vous, vous devez m'avertir qu'elles ont été volées. C'est la loi. Et j'en fais ce que j'en veux, mais je dois le savoir. Oui. Attends, pardon. Non, c'est pire que ça, on va s'en occuper pour vous. Ça fait partie des garanties du contrat. Tout à l'heure, on me posait la question. On considère, c'est un ratio qui vaut ce qu'il vaut, on considère que ça coûte à peu près 10 € par ligne de clients à prévenir. Donc ça doit contenir l'archéologie pour trouver les données, les numéros de téléphone, j'en sais rien. Voilà. On considère que c'est ça. Je ne sais pas combien vous avez de patients sur votre base de données. Présents ou passés. Tous les patients. Ce que vous dit maintenant globalement aussi le règlement, et je ne sais pas dans quelle mesure c'est possible dans votre métier, mais au bout de combien de temps on peut se débarrasser des données dans notre système informatique lui-même relié au réseau Internet. J'ai dit lui-même relié au système Internet. Existe. Est-ce qu'on ne peut pas, voilà, si on se place dans ce plan dans le plan anti-sinistre, est-ce qu'on ne peut pas sortir les données au bout d'un temps, les mettre sur une sauvegarde retrouvable, hein, qui est compliant avec votre obligation de conservation de données, pour ne pas avoir ce type de problème? C'est une hypothèse, je ne sais pas comment techniquement c'est possible, mais voilà. Pouvoir réouvrir. Donc, ce qui m'amène à vous parler du dernier, du grand concept. Et encore une fois, ici, il y a des gens qui vous parleront des autres sujets autour. Mais excuse-moi, Guillaume, le montant des amendes, 4% du chiffre d'affaires jusqu'à 20 millions. Seulement parce que vous n'avez pas fait l'effort, entre autres, hein, je ne sais pas, ne serait-ce que typiquement, vous ne faites pas l'effort de prévenir les gens, l'amende, c'est ça. Hein. Oui. Nous, en fait, on travaille avec des consultants qui sont spécialistes dans la réponse, que je vais dire, au niveau du concept et de l'organisation. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire à la CNIL que nous avons tout fait pour respecter le règlement avec les informations que nous avions. Si nous, on ne fait pas ça en 72 heures, on expliquera pourquoi,
et on s'assurera, on expliquera à la CNIL qu'on a fait ça en tant de temps et pourquoi on l'a fait. On viendra vous enlever votre première responsabilité. Parce que je vous promets que si demain, vous êtes attaqué et que vous n'avez pas vos données lundi matin, vous aurez d'autres choses à faire que prévenir les mecs qui ont leurs données, elles sont parties. En train de courir partout pour acheter des PC, pour prévenir que d'annuler les, enfin j'imagine, hein, d'annuler les rendez-vous et puis trouver une solution avec le consultant pour démarrer. Bien sûr, bien sûr. Attends, excusez-moi. Tu peux donner le micro, Nicolas ? J'avais un contrat l'année dernière avec un autre assureur dans le cadre cybersécurité, machin. J'ai résilié ce contrat parce qu'il a été multiplié par 4 ou 5 au renouvellement tacite du 1er janvier. Et mon courtier m'a conseillé le vôtre. Vous m'avez envoyé une liste de questions sur l'organisation de mon cabinet. Enfin, vous, AXA. Hein. Et en fait, je me posais juste la question avant de répondre et de renvoyer mon bulletin de souscription. Parce que les questions, c'est est-ce que les sauvegardes sont bien faites tous les soirs? Est-ce qu'elles sont bien faites sur des disques durs qu'on déconnecte? Est-ce que les salariés sont bien informés des risques de cyberattaque, etc. Qu'est-ce qui se passe si je dis oui à toutes ces questions et que, par exemple, on se rend compte que la cyberattaque, elle est liée à une assistante qui a ouvert un fichier qui, de toute évidence, était corrompu, qu'elle n'aurait pas dû ouvrir ou quelque chose comme ça? Vous voyez ce que je veux dire? En quoi les questions que vous nous faites... Alors, ok. Les questions, ce qu'on appelle un formulaire de déclaration de risque, toute réponse de mauvaise foi de la part du client entraîne une nullité du contrat. Et donc, notamment, on s'en aperçoit au moment du sinistre. Voilà, ça c'est vraiment le point. Maintenant, si de bonne foi... si je ne peux pas prouver, moi en tant qu'assureur, mais ça c'est dans tous les domaines, oui. Si je ne peux pas prouver votre mauvaise foi, les garanties s'appliqueront. Donc maintenant, vous en tant que patron, vous avez effectivement fait une petite formation, là dans ce cadre-là, dans l'échelle de votre cabinet. Vous avez formé pendant 1 heure ou une demi-heure sur une vidéo que vous a donné AXA, vos salariés leur ont dit il ne faut pas ouvrir les trucs, on fait attention aux fichiers. Par contre, vous avez bien mis en place les mots de passe compliqués avec le point d'exclamation, et désolé si c'est chiant, les mots de passe à 8 caractères avec une majuscule, je suis désolé, mais c'est comme ça. Vous avez bien un prestataire informatique quand il vous a installé votre système, il vous a dit voilà, il y a un firewall dans la Livebox, moi ça me suffit en tant qu'assureur. Non mais attendez, je veux dire, on ne parle pas de choses très compliquées. Hein. Ouais. Ça passera. Parce que là, par exemple, il y a une question... Les questions, je les passe à la fin, si vous voulez, je les ai toutes sorties. Je vous les montre après. Ok, c'est dernière plage. Donc, pour revenir à... Super. Voilà. Là, un dernier mot. La cyber-résilience. Globalement, c'est un peu comme votre... c'est un peu comme votre prévoyance personnelle, si vous en avez une, et j'imagine, mais d'une part, mettre en place tous les moyens, enfin être prévoyant, mettre en place tous les moyens possibles à votre disposition pour protéger votre système. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, face aux menaces, je suis conforme à la RGPD, je n'ai pas complètement sous-traité ce problème-là à un système informatique qui me dit que ça le fait. Je me suis un tout petit peu intéressé au problème. Je pense notamment dans les syndicats professionnels ou les organismes où ils sont capables de vous dire voilà, ce logiciel, cet hébergeur est digne de confiance. Mise en place de moyens de prévention et de protection. Des trucs simples, on verra tout à l'heure, c'est pas grand-chose. La mise en place d'une assurance pour protéger ce qui est l'actif majeur de ma société aujourd'hui, à savoir ses données. Voilà, aujourd'hui, moi je suis, c'est mon avis personnel, je pense que c'est votre plus grand risque aujourd'hui en termes de dommages, bien avant le peu de vol d'espèces que vous pouvez avoir dans vos cabinets. On ne va pas venir voler votre fauteuil et vos trucs pour faire des maquettes à la maison. Enfin voilà, je veux dire, qu'est-ce qui intéresse aujourd'hui
pour se faire de l'argent, c'est vos données. Les garanties. J'ai toujours aimé ce petit fichier parce qu'en fait, on nous montre bien à gauche les événements. Donc sur la partie gauche, vous avez tout ce qui concerne les dommages classiques. Donc en cas d'incendie, dans votre contrat de multirisque professionnel, vous avez une garantie dommage aux biens, ça veut dire on va venir reconstruire votre local, reconstruire votre siège et ainsi de suite, payer vos PC. Vous avez une perte d'exploitation. Si mon cabinet a brûlé, a subi une crue pendant un mois, et qu'on a 1 mois ou 2 mois pour le remettre en place, on viendra rétablir votre marge brute, vous permettre de faire la survie de votre entreprise. Et enfin, vous avez une responsabilité civile. Ça veut dire que si quelqu'un chez vous se fait mal en tombant sur un câble qui traînait ou quoi que ce soit, ce que j'appellerais l'exploitation. Moi, je trouve que c'est très mal foutu ici. Si je tombe, je ne sais pas trop ce qui se passe. Même chose, il y a une garantie pour mes clients qui est de l'ordre en corporel de 9 millions, à peu près. Ça, c'est en cas d'incendie, en cas de risque classique, en cas de malveillance informatique ou d'erreur humaine, madame qui a ouvert son fichier, vous n'avez aucune garantie. Rien. C'est bien clair, ça aussi ? Petite erreur. Donc du coup, qu'est-ce qu'on vous propose au sein de votre contrat? C'est quoi les garanties? La première, donc, tout ce qui va être décontamination en cas de sinistre. Les personnes interrogées me disent « Mon informaticien n'a pas réussi à mettre en route le service. » Vous avez ici des vrais spécialistes de ce type de problème. Voilà. Donc nous, on va venir coordonner la réponse et on va venir payer ces intervenants. J'imagine qu'ils ne sont pas gratuits. On va venir payer ces intervenants pour le déverminage du système. Première chose. On va s'occuper de toute la réponse à la RGPD. C'est inclus dans les contrats. On va travailler sur votre perte d'exploitation. Donc je reviens à mon histoire de tout à l'heure. Mon cabinet a brûlé pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, je ne peux pas travailler. Nous allons rétablir votre marge brute. C'est compris dans votre contrat, enfin j'espère que vous l'avez dans votre contrat de multirisque professionnel. C'est une option hyper importante. En cas de sinistre de type cyberattaque, vous serez couvert aussi. Sachez que le délai de carence, suivant votre niveau de protection, varie entre 12 heures et 24 heures. C'est hyper court. Parfois, sur la perte d'exploitation en cas d'incendie, c'est quoi? 3 jours. Là, moi, j'ai des startups avec des systèmes informatiques hyper évolués. J'assure des très grosses startups. Ils font rien sans Internet. Au bout de 12 heures, ils seraient indemnisés en cas de problème. Des questions par rapport à ça? Donc, on a le détournement de fonds. Si quelqu'un s'introduit dans votre système, et bon, après, je sais pas, j'en sais rien en fait. Quelqu'un s'introduit dans votre système, change les RIB dans les mails envoyés aux clients. C'est un truc hyper classique, ça. Hein. Vous serez indemnisé. Question ? C'est-à-dire, de quoi? Non mais c'est pas une légende, je vous promets. Je vous promets.
moi, à titre personnel, j'interdis à mes collaborateurs d'envoyer les RIB de l'agence par mail. Je trouve que c'est une connerie. Et je demande un maximum, vous allez me dire, je retourne le problème pour moi. Moi, j'essaye de faire des prélèvements automatiques. Après, c'est dans la machine d'AXA, je mets ça dans la jet d'AXA, et je passe à autre chose. Oui, mais si on fait des prélèvements automatiques, du coup, on enregistre tous les RIB de nos patients clients dans Mais le vous- système, donc on devient vulnérable. Les prélèvements automatiques, c'est dans le système de qui que vous rentrez le... C'est votre système qui le fait? Oui, madame. C'est moi qui paye jusqu'à un certain point, mais c'est moi qui paye, ouais. Ben on en dit... le point que vous choisissez, d'ailleurs. Parce qu'en fait, c'est un contrat qui est assez atypique. Enfin, moi, j'en connais deux comme ça. Il y a le contrat de la responsabilité les responsabilités du dirigeant, responsabilité sociale du dirigeant. Et celui-là, ce sont des contrats qui marchent par plafond. J'en viendrai tout à l'heure. Par plafond de garantie. Je choisis, moi, de payer pour 50 000 euros de garantie, 100 000 euros de garantie, 200 000 euros de garantie. Qui peut le plus, peut le moins. Je veux dire, vous me dites, je fais 500 000 de chiffre d'affaires, je mets 500 000 de garantie. Écoutez, moi, je suis pour, dans l'absolu. Après, est-ce que c'est nécessaire? Je ne sais pas. On estime, aujourd'hui, nos ratios, c'est entre un tiers et la moitié du chiffre d'affaires. La garantie. Mais j'y viens après. Maintenant, et là je vais donner un éclaircissement de la garantie. Si c'est votre assistante, là on n'est plus sur de l'erreur humaine, qui change les RIB, qui met le sien, c'est plus une attaque informatique, on est d'accord. Ça arrive aussi, hein, on est d'accord. Non, mais je veux dire, on le sait. Donc là, je suis dans le cas d'un cyberattaque, il met le RIB, il change les RIB. Ça va demander du boulot malgré tout. Il faut qu'il ouvre des comptes en banque. Pour ne pas se faire griller, il faut, parce que je l'ai déjà vu à peu près, pour ne pas se faire avoir, il faut qu'il ouvre des comptes dans la même banque. Enfin bon, voilà, ça commençait à être compliqué. Après, de quel droit la banque accepte des CEPA, va accepter, on commence à compliquer le truc. Mais bon, rien n'est impossible. L'imagination des pirates est débordante et infinie, n'est-ce pas, messieurs? Voilà, et enfin, important, les conséquences pécuniaires dues à votre responsabilité. On a volé mes données, qu'est-ce qui ont été faits derrière? Il peut y avoir des sujets médiatiques, il peut y avoir des choses, ça fait aussi partie du contrat. Et aujourd'hui, vous n'avez pas de garantie responsabilité civile là-dessus. S'accompagne de ça donc tous des services d'assistance qui dépassent le contrat, notamment notre contexte crise majeure. Donc c'est un système, ça on a ça sur tous nos contrats, comment on accompagne une société qui ne peut plus travailler, aussi bien vis-à-vis de ses salariés, de ses clients, de ses fournisseurs. Une partie protection juridique qui est là pour vous défendre et vous apporter du conseil en communication, notamment pour nettoyer votre nom sur Internet, parce que je pense qu'ils seront hyper contents de savoir et de mettre dans la presse que monsieur machin s'est fait piquer toutes ses données, y compris les cartes bleues de ses clients. Voilà, tout ça, ça fait partie du travail. Il faut l'enfouir, il faut que ça disparaisse, pour qu'au bout de quelques mois, ça soit un lointain et mauvais souvenir. Voilà, juste pour résumer. Du coup, l'outline, la réputation, le conseil de crise, le conseil juridique, la protection et l'indemnisation de la perte d'exploitation, du détournement de fonds, votre responsabilité civile qui reste une option, et toute la partie vol de données. Est-ce que vous pensez qu'il manque des garanties dans ce contrat? À part le paiement de la rançon, on était tous d'accord, mais je l'ai dit en premier, c'est moi qui... Alors comment on souscrit? Hyper compliqué. Alors, madame a déjà un questionnaire. Vous allez me donner... Non mais... Toutes les sociétés du CAC 40 sont assurées en cybersécurité. Toutes. Le problème, il n'est pas là. Donc effectivement, si vous donnez votre RIB à AXA, puisque c'est un ordinateur d'AXA, moi, encore une fois, je suis agent général d'assurance. Donc comme vous, je suis chef d'entreprise. Néanmoins,
Je parle au nom d'AXA et j'utilise du matériel AXA. À la différence d'un courtier qui lui parle au nom de ses clients, et lui, il doit avoir son propre système de RGPD, son propre système informatique, et ainsi de suite. Voilà. Donc moi, je fais totalement confiance, ça fait partie de mon mandat d'agent, à la compagnie AXA, sur le sujet. Donc, pour toutes les sociétés qui font moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça concerne tout le monde ici? On est bon? Impeccable. 50 millions, ah, c'est un autre questionnaire, il est un peu plus long, mais je peux le faire, hein, je l'ai, j'ai déjà fait. Pour la petite blague, on a assuré une usine, un fabricant de menuiserie extérieure, 120 millions d'euros de chiffre d'affaires, je sais pas, 300 ou 400 salariés. On rentre dans des questionnaires qui sont beaucoup plus longs, on fait venir des experts informatiques, enfin, ça devient très compliqué de souscrire. Sachez que ce qui marche hyper bien dans le monde de l'industrie, c'est con, hein, ils prennent à distance les systèmes des bâtiments, là, des clims. Ils mettent la clim à 60, à 50 au max, le chauffage, quoi. Et ils bloquent l'accès. L'usine, elle peut plus tourner. Hein. Non mais, des fois, les choses les plus simples. La dernière question, la connexion système informatique à distance. Oui. Tout le monde l'a maintenant. De toute façon, moi, avec la démocratisation, le télétravail, tout ça, on est tous connectés de chez nous. D'accord. C'est quoi votre connexion? Comment ça marche? On a utilisé Twitter pendant plusieurs années, on me faire virer. Et du coup, là, je suis en Windows Server, par exemple. Il y a une protection avec une VPN? Donc, non, mais là j'ai cliqué. En fait, non, mais là j'ai cliqué non, mais c'est juste que si je mets oui, et je voulais que ça rentre dans l'image. Si je mets oui, ça me pose la question si j'ai une VPN. C'est tout. Si j'ai une VPN, c'est bon. Bah, connectez-vous, si vous voulez, si on a envie de s'amuser, connectez-vous à partir du Wi-Fi d'un aéroport sans VPN sur un système. Si vous avez envie de vous amuser, faites-le, mais il ne faut pas le faire. Donc il faut établir des connexions sécurisées vers nos serveurs. Mais ça, je parle bien d'une connexion sur votre serveur physique à distance. Maintenant, si vous utilisez un CRM, un Salesforce déployé dans le cloud, là, la connexion, elle est sécurisée, cette fois au niveau de l'authentification, au niveau du navigateur. Non ? Moi, quand je me connecte à Salesforce... Non, mais vous avez, il y a deux choses. Soit vous avez des logiciels sur un serveur à vous dont vous êtes propriétaire et vous connectez à distance avec un ordinateur portable. Et là, oui, il faut une connexion VPN qui va venir chiffrer le flux, protéger le flux de votre connexion à distance. C'est bon? Ceux qui n'ont pas ça, je ne les assure pas. Ah non, mais TeamViewer... C'est quoi la tech TeamViewer, je ne connais pas la techno qu'il y a derrière. TeamViewer, c'est... Mais du coup, TeamViewer, c'est pas une vraie connexion à distance aussi sur un serveur au sens d'une connexion VPN. Le point de TeamViewer, en fait, c'est que la connexion, techniquement, elle est hébergée par TeamViewer, avec uniquement un couple login mot de passe relativement simple, et ils sont aléatoires, mais ils sont relativement simples. Et s'ils sont changés en plus par l'utilisateur pour un mot de passe qui connaît, qui est habituel, c'est encore pire. Si je mets le prénom de mon fils, parce que c'est plus simple pour me souvenir de ce mot de passe-là, après, si les gens commencent à avoir quelques informations, comme l'ID, TeamViewer, NIC, etc., ils peuvent se connecter à un service qui est en permanence exposé et hébergé chez TeamViewer. J'ai pas la réponse à la question, mais ne le faites pas. Trouvez une autre solution technique à ce problème. Trouvez une autre solution technique à ce problème. Le VPN, franchement, c'est pas très compliqué à mettre en œuvre. N'importe quel informaticien sait le faire. Il faut le mettre très à jour. Genre vraiment. On va dire sur les 10 dernières attaques que j'ai vues, il y en a 5 qui sont passés sur un VPN pas à jour. D'accord. Et ça fait 2 ans que tout le monde passe dessus, tous les attaquants passent dessus s'ils ne sont pas à jour à moins de 3 mois. Okay. Donc c'est bien, mais c'est à mettre à jour. Donc c'est dans les
Voilà. Moi, néanmoins, d'un point de vue assurantiel, ça me suffit en termes de mise en œuvre. Donc, en gros, c'est écrit là. De quoi on a besoin? Pas grand-chose. Un antivirus à jour. Pas un antivirus téléchargé sur torrent machin qu'un cousin m'a donné. La mise à jour des systèmes de sécurité. Si vous faites rien, votre ordinateur le fait tout seul sur Windows. Si vous faites rien, ça marche. Des mots de passe complexes, et ça vous m'en excusez, je suis le premier à le regretter, c'est chiant, mais c'est comme ça. Des sauvegardes, semaine, déconnecté du réseau et testé, c'est votre prestataire informatique qui va vous faire ça. Vos salariés sensibilisés au cyber-risque et la connexion au système. Une fois que j'ai dit tout ça, et ça fait trop longtemps que je parle, je vous ai mis en bas à droite le coût que ça représente pour votre société. Moi, j'ai un accord spécial dessus, en termes de tarifs. Si vous me contactez, voilà l'ordre de grandeur. Vous ramenez ça à 1 jour de perte d'exploitation, faites le calcul. Vous avez vos calculettes. Voilà, je veux dire, on parle de ça. Hein. On parle de ça. Chez AXA, aujourd'hui, on a un objectif, c'est de souscrire des contrats de bonne qualité pour rétablir un modèle vertueux d'assurance, c'est-à-dire avec un rapport sinistre à prime cohérent, pas comme aujourd'hui. Un certain nombre d'acteurs sont désengagés ou ont multiplié leurs tarifs par 3 ou 4. Mais voilà, nous on a envie de le faire, c'est pour ça qu'on est là ce matin, et avant de venir ce matin, j'ai vérifié plusieurs fois auprès de la direction technique, qu'on avait envie de souscrire, parce que moi aussi j'avais des doutes. Mais voilà, aujourd'hui, l'ordre de grandeur, de quoi on parle, en mettant, je trouve, en place des solutions techniques qui sont quand même assez accessibles, non? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il n'y a rien de fou, quoi. Et bien du coup, si j'ai un problème là, à ce moment-là, en termes de responsabilité, encore faudra-t-il le prouver, mais malgré tout, la responsabilité civile de cette attaque-là reviendra bien à votre système de support qui s'est connecté à votre système à ce moment-là, même si vous avez donné accès. Là, en termes de responsabilité civile, c'est cette société, dans le cadre de cette prestation. Voilà. Maintenant, si vous, il y a un TeamViewer pour faire de la maintenance de temps à autre, ça ne change rien au fait que d'habitude, vous utilisez une VPN. D'accord, Voilà, voilà j'en ai... Ouais, je vous écoute. La question pour les salariés sensibilisés au cyberisque, c'est quelle formation? Moi, je vous invite à trouver, ne serait-ce alors, soit, pareil, je ne sais pas s'il y a des catalogues de formation dans vos syndicats, de trouver ne serait-ce qu'une petite formation disponible sur Internet, sur les bonnes pratiques, et je suis sûr qu'on peut en trouver sur plein d'organismes compétents. Sur le site de la CNIL, il doit y avoir ce qu'il faut. Vous leur faites regarder ça pendant 1 heure. Vous leur faites signer un papier quand telle date ils ont vu cette vidéo. Et vous, en tant que patron, vous rentrez dans une démarche qui est vertueuse. Et c'est tout ce qu'on vous demande. On vous demande de rentrer dans une démarche vertueuse. Si vous avez des salariés, et moi j'en ai aussi, qui ne regardent pas la télé, qui font rien, qui vivent dans un monde qui se résume à 2-3 séries sur Netflix et qui ne savent pas qu'il ne faut pas cliquer sur les pièces jointes, ces gars-là, il faut bien leur dire, il faut bien leur montrer un moment que ça arrive. D'accord, enfin, c'est important, nous tous, en tant que chefs d'entreprise, de rentrer dans cette démarche. Voilà, j'en ai fini pour le moment. Je suis à votre disposition s'il y a des questions. Et vous aurez mes coordonnées. Si vous voulez des projets, on a ce qu'il faut aussi pour vous les faire à votre nom, pour vous donner une idée. Mais voilà, je vous remercie pour votre attention. Et je passe le micro à Guillaume.